Donc voilà notre seconde séance de cette université populaire consacrée au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient dans la Première Guerre mondiale. Nous aurons et vous aurez deux moments. Un moment classique dont je m'occuperai et un moment plus original, même très original, puisque Fabrice Monnier, qui est à ma droite et qui est historien évidemment, est un spécialiste de la Mésopotamie, de la Turquie aussi. Il avait, avant ce livre-là, publié un livre qui s'intitulait Atatürk, naissance de la Turquie moderne. C'est un livre qui date de 2015 aux éditions du CNRS. Et il vient de publier ce livre qui a retenu notre attention. Et je dois dire que moi-même, je l'ai trouvé absolument remarquable. Il n'y en a plus, en principe, en vente. Peut-être on en aura, puisque tout est parti ce matin. Voilà, c'est Jean-Paul Chagnolot qui avait incité les auditeurs à acquérir le livre. Et ils l'ont fait avec... voilà. Donc ce livre-là s'appelle 1916 en Mésopotamie. C'est déjà un angle assez aigu. Et dans cet angle, on va parler aussi d'une bataille qui est une bataille décisive que grosso modo personne ne connaît en France ou dont personne ne peut dire plus qu'une phrase à son propos. Et donc Fabrice Monnier va vous en parler. On va travailler comme ça jusqu'à 15h15. Et puis, on aura une petite pause pour pouvoir se rafraîchir dehors. Et je vous ferai un exposé sur le mandat britannique, qui est, comme vous le savez, issu de la Première Guerre mondiale, qui est un des principaux résultats de la Première Guerre mondiale au Proche-Orient, qui s'appellera donc de la déclaration Balfour au plan de partage de l'ONU. Voilà, donc je donne la parole à Fabrice Monnier. Merci beaucoup, monsieur, pour vos louanges sur ce livre qui, effectivement, traite d'un épisode méconnu de la Première Guerre mondiale. Et évidemment, alors, je suis ravi d'avoir un public nombreux et que je remercie d'être là pour m'écouter raconter cette histoire oubliée ici, mais beaucoup moins au Moyen-Orient. Hein. Pourquoi cette histoire est peu connue? Parce que ce que je vais raconter plus rapidement possible et de la façon la plus concise est une affaire qui a lieu au moment de Verdun, en fait, en 1916. Et donc les regards sont évidemment braqués sur ce qui se passe sur le front français, le front décisif, et peu sur les fronts périphériques. Cette histoire, évidemment, en plus, concerne l'Empire ottoman. La France, à l'époque, n'intervient pas dans l'Empire ottoman directement. C'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne qui est à la manœuvre. Et plus précisément, là, de façon très spécifique, c'est l'Empire des Indes britanniques. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, effectivement, nos deux sujets sont très liés parce que la France, prise à la gorge pendant toute la Première Guerre mondiale, mobilise son énergie, ses moyens à la défense du front français, du front qui est juste devant Paris, à quelques kilomètres de Paris. Hein. Rappelons-le, les Allemands sont encore revenus sur la Marne en 1918. La conscience aiguë du danger fait que le Moyen-Orient est passé au second plan. Ce qui fera d'ailleurs rapide excursion, comment dire, je vais rapidement en 1918 pour rappeler qu'il n'y a pas de soldats français stationnés au Moyen-Orient à quelques éléments symboliques près. En Syrie, tout à fait courant 1918, il y a au Moyen-Orient près d'1 million de soldats britanniques, pas un français. Ça vous expliquera, et ça explique les négociations sur lesquelles vous reviendrez. Revenons en 1900, si vous voulez bien, en 1914. Un point extrêmement important, puisque nous allons parler quand même de l'Empire ottoman, essentiellement, et donc de l'Empire britannique, accessoirement. L'Empire ottoman, c'est souvent oublié, n'entre en guerre qu'en novembre 1914.
En novembre 1914, la guerre a commencé à l'ouest depuis août. Et donc, il n'entre en guerre, je dirais, que tardivement. C'est une décision mûrie par le pouvoir en place, qui est le pouvoir jeune turc. Je sais que les historiens n'aiment pas faire de l'Uchronie, c'est-à-dire, en fait, imaginer ce qui serait passé si quelque chose n'avait pas eu lieu, etc. Ou autre chose avait eu lieu. Mais rappelons-le, pour brosser un tableau général de la situation au Moyen-Orient à l'époque, il n'existe plus que 3 États indépendants suite au partage du monde par les puissances impérialistes françaises, anglaises, mais aussi enfin d'autres pays européens, les Hollandais. Il reste 3 États indépendants réellement. Il reste l'Empire ottoman en 1914, hein, je me place en 1914, son voisin et ennemi, l'Empire iranien, on disait à l'époque perse, celui des Qajars, et plus loin, l'Afghanistan, relativement indépendant, perché dans ses montagnes, mais en fait quand même terriblement sous influence britannique, qui n'arrive pas à s'y accrocher, mais qui ont mené plusieurs expéditions dans le pays, qui contrôlent par le biais de son dirigeant, plus ou moins. Donc ça fait 3 pays indépendants au Moyen-Orient. Et si vous allez beaucoup plus à l'est encore, en insuline Inde, vous avez quelques sultanats, mais qui n'ont pas de relations diplomatiques réelles avec le reste du monde, qui ont aussi une espèce de semi-indépendance. Donc, vous comprenez bien que dans cette situation, si vous vous remettez psychologiquement en 1914, l'Empire ottoman et aussi l'Empire des Qajars leurs élites savent qu'à la moindre erreur, leurs empires seront dépecés. Point important, il n'y a pas, je le souligne, il n'y a aucun accord international à l'époque de partage de l'Empire ottoman. Il y a des discussions, il y a des négociations. J'ai une carte très intéressante, je ne l'ai pas ici, sur certains projets de partage et de zones d'influence dans l'Empire ottoman. Mais, je le répète, en 1914, il n'y a pas de projet de partage de ce qu'on appelle communément l'homme malade. Il y a des discussions de couloirs, des discussions de salon, où des diplomates échangent en privé, entre guillemets, des vues sur ce que pourrait être l'avenir de cette région. Et en réalité, d'ailleurs, le professeur Soutou, qui est un de nos grands universitaires, qui a publié là récemment un ouvrage remarquable sur le traité de Versailles, dans cet ouvrage, il dit que la diplomatie française en 14 pensait beaucoup plus à l'explosion imminente, à ses yeux, de l'Empire austro-hongrois. La France était plutôt satisfaite de la situation de l'Empire ottoman dans la mesure où cet empire était sous contrôle en partie des capitaux français, où nous avions d'énormes investissements. Et donc, la France n'avait pas comme but immédiat de voir cet empire disparaître. L'Angleterre non plus. Elle se satisfaisait d'une situation, de la situation telle qu'elle existait. L'Allemagne cherchait à renforcer ses positions à travers le Moyen-Orient, notamment son fameux projet de construction d'une ligne de chemin de fer qui s'appelle le Bagdad-Bahn, qui devait descendre, enfin on disait qu'il irait de Hambourg jusqu'à Bassora et même peut-être Kuwait City. Projet qui était juste en cours de construction, qui n'était pas achevé. Et loin de là, d'ailleurs, le chemin de fer était interrompu. Des tunnels étaient encore en construction dans les montagnes du Taurus, donc à 2 endroits différents. Il reprenait du côté d'Alep et allait un peu au nord, jusqu'à l'ouest d'Alep et s'arrêtait en plein désert. Donc, la région dont nous allons parler, la Mésopotamie, qui correspond, disons-le, à l'Irak actuel, est à cette époque-là encore ottomane, mais pas du tout desservie par des chemins de fer, pas du tout, donc pas d'aviation évidemment, pas de moyens de transport aérien, il n'y a pas d'avion encore, il n'y a que quelques biplans qui permettent de faire voler 1 ou 2 pilotes. Donc vous imaginez bien que ces régions sont extrêmement isolées. Et en 1914, donc, pour revenir à novembre 1914, le gouvernement de l'époque, à Istanbul, Constantinople alors, bascule du côté de l'Allemagne.
Malheureusement, on pourrait consacrer 1 heure à parler des raisons, des motivations de ce basculement, etc., qui sont passionnantes. Beaucoup de livres ont été écrits. La recherche anglo-saxonne est particulièrement développée sur ce sujet. En Turquie aussi, on écrit beaucoup. Pourquoi ont-ils eu raison, ont-ils eu tort? Ce qui compte, c'est, comme je viens de vous le dire en résumé, il n'y a pas de projet de partage occidentaux, mais le pouvoir jeune turc estime que s'il n'est pas à la table des négociations une fois que la guerre la guerre qui vient de s'engager, la guerre mondiale qui vient de s'engager, s'il n'est pas à la table la table des négociations, il en pâtira, qu'il doit se ranger dans un camp. Alors il choisit un camp. Je rappelle qu'il y avait, on dit souvent, il y avait 3 missions militaires à l'époque dans l'Empire ottoman. Il y avait une mission, évidemment, les Anglais avaient une mission maritime très importante, qu'on a complètement oublié, pour mettre en exergue la mission allemande qui s'occupait de l'infanterie, du général, maréchal Otto Liman von Sanders. Et il y avait également une mission française qui s'occupait de la gendarmerie, un peu moins importante, du général Baumann. Mais donc, l'Empire ottoman n'a pas franchement choisi son camp encore en 14. Sa décision est prise pour des raisons, moi c'est ce que je dis personnellement, essentiellement pour des raisons financières. Les Allemands vont faire des prêts énormes. Car l'Empire ottoman en 1914 est un empire en faillite, est un empire qui sort d'une défaite lourde en Europe. Il a perdu la totalité des Balkans. Toute la région qui correspond aujourd'hui à la République de Macédoine que vous connaissez, une partie du nord de la Grèce actuelle, l'Albanie et une partie de la Bulgarie, était ottomane encore jusqu'en 1912. En 12-13, guerre balkanique, la moitié, un quart de l'Empire ottoman, mais son quart le plus riche, est annexé ou est perdu, dont notamment Salonique. Aujourd'hui, Thessalonique, c'était au grand port, etc. Donc, encore une fois, en 1914, en novembre 1914, les dirigeants ottomans, les dirigeants jeunes turcs, le sultan calife est une potiche, je reviendrai pas trop long sur lui. Donc, c'est une dictature de 3 hommes, on parle du triumvirat, Enver Pacha, Talat Pacha, Cemal Pacha, trois hommes, dont 2 sont des officiers, Enver et Cemal. Talat étant un homme d'État, enfin un homme politique. Tous les 3 sont jeunes turcs, tous les 3 sont d'accord sur l'essentiel, mais tous les 3 sont évidemment en conflit personnel, on ne s'en étonnera pas. Ils sont suivis par une minorité de gens, d'intellectuels, mais je dirais la meilleure partie de la Turquie. C'est tous ceux qui ont une éducation occidentalisée, sont plus ou moins tous membres du parti Union et Progrès, ce qu'on appelait le comité Union et Progrès, et notamment un officier dont on ne parlera pas parce qu'il ne joue pas un rôle dans mon histoire, qui est alors lieutenant-colonel attaché militaire à Sofia, qui est Mustafa Kemal. En novembre 1914, la décision est prise par l'Empire ottoman de basculer du côté de l'Allemagne. Il y avait eu des signes annonciateurs de cela. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous l'exposer, mais en tout cas, ils ont bien été captés par la diplomatie britannique. Et 2 jours après cette décision, les Anglais qui l'avaient anticipé, ils avaient cherché à la reculer au maximum. Ils n'ont pas mis l'argent sur la table, et les Français non plus. C'est une énorme erreur de notre part de ne pas utiliser le bon vieux bakchich pour faire reculer l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, qui était une catastrophe pour la cause alliée, parce que l'Empire ottoman, c'est l'interruption du trafic aux Dardanelles, et donc l'impossibilité, rappelons ça, c'est le point essentiel de cette époque-là, c'est que la Russie ne peut plus être ravitaillée que par la mer Blanche, qui est coupée Arkhangelsk et qui est coupée plusieurs mois, enfin entre 3 et 6 mois en fonction des périodes, etc. Donc les cargos de munitions, d'armement, enfin tout ce qui est destiné à soutenir le rouleau compresseur russe, ou le fameux rouleau compresseur russe dans sa marche, est interrompu pendant 3-6 mois par Arkhangelsk. L'autre solution, évidemment, c'est de passer par le Pacifique. Mais après ça, il faut tout charger sur le transsibérien et le ramener jusqu'en Pologne. Vous imaginez les distances colossales que ça représente, les moyens ferroviaires que cela réclame, c'est impossible quasiment. Donc le trafic russe passait essentiellement par les Dardanelles.
Ça a un écho encore aujourd'hui, hein, cette histoire des Dardanelles. Donc les Dardanelles et le détroit du Bosphore, enfin, quand je dis Dardanelles, j'entends les deux détroits, sont les clés de la Russie depuis Catherine Catherine II. Et par ailleurs, l'Europe et l'Angleterre en particulier, avaient énormément besoin du blé russe, d'Ukraine, passait encore une fois par les Dardanelles pour remonter jusqu'au grand port céréalier européen. Donc, la coupure des Dardanelles, l'entrée en guerre de la Turquie a été mal anticipée c'est mon avis personnel là, par la diplomatie européenne pour différentes raisons, et vraiment la même que par les Turcs. La guerre va être courte, c'est pas très grave, ou ce n'est pas extrêmement grave. Or, la guerre a été longue, nous le savons, eux ne le savaient pas. Donc, les Turcs, en novembre 14, basculent parce qu'ils reçoivent des sommes d'argent qui vont leur permettre de payer leur administration, qui depuis les guerres balkaniques, est sans le sou, payer l'armée. Ils tablent, comme beaucoup de monde d'ailleurs, sur une victoire allemande, car au fond, l'armée allemande est la meilleure armée au monde de l'époque. Beaucoup d'officiers turcs ont fait des stages dans l'armée turque, depuis Abdülhamid II, le grand sultan calife d'avant. Comment ? Dans l'armée que je dis ? Dans l'armée allemande, excusez-moi, dans l'armée allemande. Donc, ils sont enclins à croire en une victoire allemande. Ils ont quand même pris un sacré risque, parce qu'il y avait eu le coup d'arrêt de la Marne déjà. Donc, ils rentrent en guerre quand même, et ça leur a été beaucoup reproché ensuite par d'autres Turcs, alors que finalement, c'était plus du tout si certain que ça que l'Allemagne allait l'emporter facilement. Mais néanmoins, ils parient sur la victoire allemande. Donc, je le disais, cette affaire a été anticipée, et là, je rentre dans le cœur de mon exposé, après cette introduction un peu longue, et nous allons parler d'une région de l'Empire ottoman. Dans cette guerre, nous n'allons pas parler des grands champs de bataille, il y en a 3, en fait, essentiellement pour l'Empire ottoman. Il y a celui du Caucase, face aux Russes. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman entraîne une réaction russe dans le Caucase, dans les régions du nord, qui sont celles, si vous voulez, de l'ancienne Arménie. Et je ne traiterai pas non plus, car nous n'avons pas le temps, du génocide arménien qui a lieu concomitamment en 1915. Je ne traiterai pas non plus de l'opération très intelligente tentée aux Dardanelles, qui consistait effectivement à couper en deux l'Empire ottoman et à rétablir cette voie de communication dont je vous parlais. Une opération tentée en mars-avril 1915, qui va se révéler un échec pour différentes raisons, qui sont d'ailleurs parfois un peu les mêmes que celles que je vais exposer concernant le théâtre d'opération mésopotamien. L'incroyable dilettantisme britannique. Mais nous y reviendrons. Dilettantisme militaire, hein, j'entends. Nous y reviendrons. Donc ces deux champs de bataille, ces deux théâtres d'opération, je ne vais pas en parler. Pour parler de celui qui est le moins important, à l'époque, mais qui est peut-être celui qui a le plus de conséquences actuelles, qui est celui de Mésopotamie. 3 jours après, je ne sais plus, c'est 2-3 jours après l'entrée en guerre, un débarquement a lieu d'unités de l'armée impériale britannique et de l'armée impériale britannique des Indes à Fao, c'est-à-dire à l'extrême sud de l'Irak. Donc, si ça a lieu 3 jours après, vous imaginez que les troupes étaient déjà prêtes, avaient déjà embarqué En fait, elles étaient déjà dans le Golfe Persique et elles attendaient le feu vert pour débarquer. Ce qu'elles font. Et ce débarquement intervient donc à l'extrême sud de l'Empire ottoman, à l'entrée du Châtel arabe, c'est-à-dire les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, les deux grandes voies d'eau qui sont en fait les deux seules grandes voies de communication, puisqu'il n'y a pas de route. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chemin de ferré dans l'Empire ottoman. Donc, c'est par bateau que tout le trafic se fait, par embarcation, par chaland, par boutre, que se fait tout le trafic dans cette région. Quelques vapeurs déjà. Ce sera un des enjeux majeurs de la guerre du Golfe. Ce sera un enjeu que le Châtel arabe. Cette région est un enjeu. Donc, pourquoi les Anglais décident d'envoyer des troupes de l'armée des Indes ? Je vous signale que déjà l'armée des Indes a envoyé un maximum de troupes en France. Je rappelle encore, et toujours à l'esprit que ce qui compte d'abord, c'est ce qui se passe en France. C'est le front décisif. Si ça s'écroule en France, le reste, c'est terminé. Il sera sur le tapis vert lors des négociations de paix.
En réalité, il n'y a plus beaucoup de troupes. On racle les fonds de tiroir, si j'ose dire, et on envoie ceux qui restent de troupes, au grand mécontentement du vice-roi des Indes de l'époque, Lord Hardinge. On lui impose une expédition militaire. C'est Londres qui lui impose cette expédition militaire à l'entrée donc du Golfe Persique. Et cela pour 2 raisons. La première raison, ça pourrait être bizarre, mais c'est un fait, c'est le prestige. Le prestige est la première raison parce que les Anglais, à tort ou à raison, mais croyez-moi, ils ont une bonne expérience de la région, donc moi je dirais plutôt à raison, pensent qu'ils doivent mener une opération militaire pour influencer les masses musulmanes. Donc je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà, pardon, voilà. Vous avez ici l'Empire ottoman en 14, hein, vous le voyez bien. Vous voyez que je me lève peut-être pour que vous ayez le. Vous voyez que le Chat el-Arab, la région dont nous parlons, je fais attention, vous le voyez bien, c'est l'extrême nord du Golfe Persique, c'est là où il débarque, à Badan. Vous voyez que la frontière qui est toujours la même frontière hein, aujourd'hui, c'est cette frontière entre la Perse et l'Empire ottoman, qui est toujours approximativement la même frontière entre aujourd'hui l'Irak et l'Iran. Cette frontière suit le Chat el-Arab à son extrême sud. Cause de problèmes, car 2 ans plus tôt, 1912, et c'est la seconde raison de l'intervention britannique, on a découvert du pétrole, non pas dans l'Empire ottoman, mais à frontière de l'Empire ottoman, dans les monts Zagros. Les monts Zagros, c'est des montagnes qui font cette frontière un peu, qui font cette frontière entre la Perse et l'Empire ottoman. Dans les monts Zagros, on a construit, je ne vous raconte pas l'histoire, je la développe un petit peu dans mon livre, et sur Internet, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations dessus. On a construit, je vais très rapidement là-dessus, on a construit un pipeline qui descend, enfin je devrais dire en français un oléoduc qui descend jusqu'au Golfe Persique et qui est littéralement le long de la frontière et qui arrive au sud jusqu'à un port, une grosse île sur laquelle on a construit une raffinerie, enfin sur le Chat el-Arab, à Abadan, qui encore aujourd'hui est le principal port pétrolier iranien. Et donc, il suffit de regarder la carte pour comprendre qu'il suffit d'un coup de main ottoman pour couper cet oléoduc. Il n'y a pas la raison donc d'intervention, confusion que beaucoup de gens font et que vous ne ferez donc pas. La raison de l'intervention britannique dans le Golfe Persique en fin 1914 est le pétrole, mais pas le pétrole ottoman, car il n'y a pas de pétrole. L'Empire ottoman ne produit pas industriellement de pétrole, mais le pétrole perse. Pour protéger les intérêts de la Société des pétroles qu'on venait de créer, dans lequel le gouvernement anglais avait investi. L'anglo-persian, APOC, l'APOC, je ne sais plus comment l'acronyme, je vais vous le retrouver. Et je rappelle que le pétrole, sinon on en trouve, où est-ce qu'on en trouve dans la région? On en trouve à Bakou, on en trouve évidemment aux États-Unis, déjà premier producteur. Donc l'Empire britannique est obligé d'acheter l'immense Empire britannique ne produit pas de pétrole. On en trouve à Bornéo, évidemment en Insulinde, à l'époque sous contrôle hollandais. Donc, crainte britannique qu'un jour l'Insulinde, en tout cas la Hollande, soit sous contrôle allemand et que donc le pétrole soit coupé là-bas. Et donc, le seul moyen pour la flotte anglaise, qui déjà est passée au mazout, alors je ne raconte pas toute cette histoire, je la développe aussi, mais l'importance, c'est le commencement du début de l'importance du pétrole. Ce n'est pas essentiel encore à l'époque, mais en fait l'Angleterre achètera pendant toute la guerre, et la France également, du pétrole aux États-Unis. Mais Abadan doit être protégé, et donc l'expédition militaire a 2 objectifs. Donc j'ai dit le prestige, impressionner les populations locales,
de protéger le pétrole. Voilà la raison de l'intervention britannique. Protéger le pétrole perse. Ça se passe très bien. Tout ça se passe très bien parce que le débarquement, quelques combats, mais il n'y a pas d'armée turque en Irak. L'immense Irak, enfin l'immense Mésopotamie, si vous voulez, ou Irak, hein, ça revient au même, est quasiment pas occupé par l'armée ottomane. Ce qui signifie, tout simplement, que finalement, hein, c'est ce que j'écris, alors d'autres pourront le contester, que le pouvoir ottoman est légitime dans cette région. Aujourd'hui, il nous faut les Occidentaux, mais même Saddam Hussein, les autres, on est obligé de déployer des dizaines de milliers de soldats, j'ose même pas dire des centaines de milliers, mais j'aurais peut-être dit, pour contrôler ces régions. L'Empire ottoman les contrôle avec quasiment personne. Il les contrôle, pourquoi? Parce que le sultan calife d'Istanbul, de Constantinople, est le souverain, c'est un mot important, légitime, reconnu, en dépit du fait qu'une partie de la population est chiite. Bien, donc cette opération, je vais vite là, excusez-moi, voilà l'Empire ottoman 14, ça, c'est le Golfe Persique, parce que j'ai beaucoup insisté, quand j'ai un exposé plus long, j'insiste beaucoup sur l'organisation du Golfe Persique et notamment la situation en Perse. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Voilà les trois vilayets, les trois départements irakiens de 14. Vous les avez là, Bassora, Bagdad, Mossoul, vous le savez, c'est beaucoup dans les journaux. On avance. Voilà la basse Mésopotamie. Je voudrais que vous voyez, je crois qu'on voit le tracé du pipeline à droite sur la carte. Vous voyez qu'il est tout proche de la frontière. D'accord ? Ensuite, le Bagdad Ban, c'est ce que je vais parler, c'est la grande crainte, c'est le projet, mais le projet qui n'a jamais été finalisé, d'un chemin de fer qui permettrait à l'Allemagne d'accéder au Golfe Persique et au-delà du Golfe Persique à tout l'océan Indien. D'accord ? Bien, Aden et la péninsule arabique, c'est un autre point dont je ne traiterai pas ici. Protéger ce débarquement dans le Golfe Persique a aussi donc pour objectif de protéger évidemment le pipeline et le potentat local qui dépend de la Perse, dont on a complètement oublié aujourd'hui, qui est Sheikh Khazal, qui est un des nombreux potentats de la région. Je dis potentat, je pourrais dire Roitelet si vous voulez, qui est un homme lige de la Grande-Bretagne, et qui, donc, si les troupes britanniques débarquent, pourra continuer à imposer sa loi, enfin sa férule, aux populations locales. Donc, encore une fois, ça découle de la protection du pipeline. Il faut protéger Sheikh Khazal. C'est la raison de cette intervention. Une histoire très intéressante que celle de Sheikh Khazal. En face, je n'en parle pas. Il y a un autre potentat, c'est celui de Koweït, qui, exactement comme lui, est protégé par l'Empire britannique. Koweït sera une base arrière de l'Empire britannique. Malheureusement, on ne peut pas développer ça. Ça, c'est le vice-roi des Indes dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà où je voulais arriver. Donc, pourquoi protéger ces roitelets? Pourquoi cette question de prestige? C'est parce qu'il y a eu un appel à la guerre sainte qui a été proclamé à Constantinople, immédiatement après l'entrée en guerre. Vous voyez, c'est 11 novembre 14. Cet appel à la guerre sainte, on ne va pas s'étendre dessus, il n'a pas prospéré, pour différentes raisons. Mais, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et surtout, dans le contexte indien. Ce n'est pas tellement le soulèvement des populations arabes que craignent les Britanniques, que le soulèvement des populations musulmanes des Indes, à l'appel à la guerre sainte. Les populations des Indes sont travaillées par les législateurs ottomans, elles sont travaillées aussi par simplement une opposition vis-à-vis des Roumis, vis-à-vis de ceux qui les oppressent. Les Britanniques, c'est la crainte des coloniaux britanniques, c'est la crainte qui est exprimée dans tous les livres de l'époque, c'est la crainte que vous retrouvez dans les correspondances diplomatiques, etc. C'est un embrasement de l'Empire des Indes suite à l'appel à la guerre sainte. Prestige britannique peut s'écrouler du jour au lendemain. Il faut maintenir ce prestige en montrant sa force. Car en réalité, les Britanniques sont très faibles. Je viens de le dire, les Indes sont dégarnies de troupes. Je crois qu'il y a, je n'ai pas revu mon truc, mais c'est 350 millions d'Indiens à l'époque. Okay, il ne doit pas y avoir plus de 80 000 ou 100 000
soldats britanniques aux Indes. Vous imaginez? Même en s'appuyant sur des forces auxiliaires, des princes locaux, etc. Enfin bon, je ne vais pas raconter l'histoire des Indes. C'est extrêmement faible. Et encore, les meilleures troupes sont parties pour la France, je viens de le dire, ou sont envoyées en Mésopotamie. D'autres troupes sont même parties, je ne raconte pas ça, ont été envoyées conquérir les colonies africaines ottomanes. Donc cet appel à la guerre sainte qui n'a pas prospéré aurait pu prospérer. Alors je n'ai pas le temps de vous raconter pourquoi il n'a pas prospéré, toutes les différentes raisons qui ont fait qu'il a échoué. Mais ça a été, pendant toute la guerre, la crainte absolue des Britanniques et aussi celle des Français pour ce qui concerne leurs possessions nord-africaines. La raffinerie d'Abadan, là voilà. Je ne suis pas sûr que la carte la photo soit de 1913, ou enfin c'est à peu près contemporain. J'ai beaucoup de mal à en trouver. Il y a eu des missions de sabotage allemandes. Il y en a une qui a passé, ça c'est les rescapés de cette mission de sabotage. Elle est très amusante cette photo. Ils avaient été dépouillés dans le désert, etc. La mission Klein en mars 1915. Je ne vous la raconte pas parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, nous arrivons à cette campagne de Mésopotamie. Donc vous voyez le débarquement au sud. Les troupes remontent essentiellement en suivant non pas l'Euphrate, qui n'est guère navigable, mais avec des canonnières et des transports, enfin des barques à fond plat, enfin tout ce qu'on a pu trouver qui naviguait. On a fait venir par exemple tous les bateaux vous savez, les bateaux les paddles, comment on dit déjà, les bateaux, oui, merci, à aube, du Nil. La moitié a contourné l'Afrique, a contourné la corne la corne arabique et a sombré dans l'océan Indien. On a fait venir tout ce qui naviguait sur les fleuves indiens, tous les bateaux à vapeur indiens, etc. Donc on a les Britanniques ont constitué de briques et de broc. Ils ont une flotte et on construit en Angleterre, en pièces détachées, des canonnières en Écosse pour les amener. Enfin bon, tout ça destiné à permettre de remonter vers là-haut, tout là-haut, Bagdad. D'accord? En suivant l'Euphrate. En suivant, pardon, le Tigre et beaucoup moins l'Euphrate. Les problèmes sont les suivants. Pas d'opposition des Turcs, comme je l'ai dit, qui n'ont pas de troupes en Mésopotamie. L'essentiel de leurs troupes. Déjà, nous sommes maintenant en 1915, début de 1915, janvier 1915, février 1915. Les Britanniques sont bien installés donc à Bassora, remontent lentement et péniblement, car une fois encore, il n'y a pas de route, mais il y a des marais immenses. Donc les troupes pataugent. Alors je le raconte dans mon livre, là je donne des exemples que je ne peux pas vous lire là parce qu'on y passerait trop de temps, mais c'est sous un ciel de feu, des conditions d'hygiène abominables. On n'est pas organisé pour purifier l'eau. Donc les hommes ont des diarrhées épouvantes. Tout le monde est malade. Un type d'ailleurs, c'est sa chance, hein, avoir une bonne diarrhée dès le départ, tomber extrêmement malade, attraper une jaunisse et être rapatrié sur les Indes. C'est comme ça que vous survivez. Hein. Si vous êtes solide, vous avez toutes les chances de mourir. Parce que on va vous garder, on va vous emmener plus loin sur le front, et là, et c'est valable pour les troupes indiennes comme pour les troupes britanniques. Campagne difficile, mais campagne qui marche parce qu'il n'y a pas d'opposition. Et encore une fois, remettez-vous dans le contexte de l'époque. En 1915, donc je dis bien, nous sommes en février, mars, avril, mai 1915, tout va bien. On avance, progresse. C'est le seul front pour les Alliés où on gagne du terrain. Tous les autres fronts sont des catastrophes. Je ne parle pas de la Belgique occupée, le nord de la France occupé, une partie de l'Est. Les Allemands occupent aussi une partie de la Pologne, enfin, avec les Austro-Hongrois. Si vous regardez une carte globale, le seul endroit, le seul terrain où les Alliés marquent des points, c'est là. Et donc je dis mars, avril, mai 1915. Qu'est-ce qui se passe mars, avril, mai 1915? Très vite, il y a ce débarquement des Dardanelles sur lequel je ne m'étends pas, qui est un échec pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'étends pas. Et donc, à nouveau, Londres a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite à Londres? C'est une victoire. N'oubliez pas la propagande, l'importance de la propagande, nous marquons des points. Or, quelqu'un à Londres, ce quelqu'un à Londres, l'homme important à Londres, c'est Lord Kitchener. Pour cette époque-là, Lord Kitchener veut une victoire.
le vice-roi des Indes, finalement, veut une victoire. Je ne m'étends pas pour les raisons, parce que, enfin si je le dis quand même, aux Indes, au départ, on était contre l'expédition, et puis on est pour, finalement, parce qu'on se dit que finalement, enfin, après la guerre, ce sera une victoire, ce sera cette Mésopotamie en jachère. Alors, je ne vous ai pas pu vous raconter dans la situation politique, administrative de la Mésopotamie, parce qu'on n'a pas le temps, mais en complète jachère, et boum, les Indes, où il y a toujours des famines et des disettes, pourraient envoyer quelques centaines de milliers de paysans bengalis remettre tout ça en culture. N'oubliez pas, tous ces officiers britanniques, tous ces officiels britanniques des Indes ont une culture latine, une culture grecque. Ils savent qu'autrefois, c'était un des greniers à blé de Rome, avec l'Égypte. C'était très riche, ces régions. Elles sont parsemées de canaux à moitié écroulés. Enfin, la désespérance de ces régions date des Mongols, date des invasions mongoles du XIIe, XIIIe siècle, enfin, du moins c'est ce qu'on pense. Et si quelqu'un, et naturellement les coloniaux britanniques, qui ont eux le savoir-faire, je cite les différents textes de mon livre, mais là je n'ai pas le temps, les Britanniques ont du savoir-faire, donc eux, ils sont capables de remettre tout ça en route et de faire de cette région, de faire retrouver sa prospérité antique. C'est du moins ce qu'on croit à l'époque, notamment aux Indes, à Simla, enfin là, chez dans l'entourage du vice-roi des Indes de l'époque. Londres donne un feu vert. Londres s'occupe de la France. L'opération est gérée donc l'opération est gérée depuis les Indes, depuis Delhi, pas encore New Delhi, Delhi, et Simla, capitale d'été du vice-roi, et de façon très administrative par un vice-roi qui vit dans le faste, avec une administration qui ne mesure pas du tout ce qui se passe à travers le monde, enfin dans le reste du monde, censure oblige, tout ce que vous voulez, ils vivent comme en temps de paix. Ils veulent un budget équilibré aux Indes. Donc le moins de dépenses possible dans cette affaire, mais c'est très bien, on va continuer si c'est possible. Erreur d'homme, on nomme un général qui va qui va assurer la responsabilité des opérations, qui s'appelle Nixon. Général Nixon, comme le président Nixon, mais homonyme, qui est une ganache, si j'ose dire. Hein, je vais un peu loin, mais bon, vous me comprenez. C'est avant tout, il est réputé dans l'armée anglaise comme étant un remarquable joueur de polo. Hein, vous connaissez cette fameuse phrase de Bismarck. L'armée anglaise, ce sont des lions menés par des ânes. Bon, c'est un peu exagéré, mais l'armée anglaise, des officiers dilettantes, les officiers de l'armée de terre sont des dilettantes, il faut bien le dire à l'époque, j'ose le dire. Les officiers intelligents sont dans la marine. C'est vraiment l'idiot de la famille, dans les bonnes familles, enfin, dans la bonne société qu'on envoie à Sandhurst. Et tout ce qu'on lui demande, c'est de savoir, encore une fois, bien monter à cheval, savoir chasser, savoir bridger, et savoir, voilà. Le reste, il y a des domestiques. Donc, très mauvais commandement. Donc, Nixon remonte à travers... bon, je vais très vite, là, parce qu'il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Il nous reste combien de temps encore ? Un quart d'heure. Donc, Nixon donne toutes les assurances nécessaires à Londres et à Delhi. D'abord à Delhi, qui fait remonter à Londres. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et c'est accepté parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre, évidemment. Feu vert, feu vert, feu vert. Et il va, avec les troupes qu'il a, c'est seulement 2 divisions. Hein. Corps expéditionnaire, c'est 2 divisions, donc 2 divisions britanniques, ça fait à peu près 12-15 000 hommes, plus les éléments auxiliaires, etc. Donc très peu de monde. Hein. Mais en face, il n'y a personne. Donc, il remonte très lentement. Et en pointe... Donc il y a 2 divisions. Il y a une division qui s'occupe des lignes de communication, du contrôle de Bassora, de la surveillance, du pétrole, enfin de la région pétrolière. Et l'autre division, elle est confiée à un général qui passe maintenant comme un type horrible dans l'histoire militaire britannique, au général Townshend, Charles Townshend. Townshend, T-O-W-N-S-H-E-N-D, qui est un des types les plus intéressants sur lesquels que j'ai étudié, qui n'est pas du tout, lui, une ganache, qui est probablement le seul officier britannique francophile de l'époque, qui est un grand spécialiste de l'Empire, des campagnes napoléoniennes, qui ne parle que de ça, etc., au point qu'il agace tout le monde d'ailleurs, qui a épousé une aristocrate française. Il a été momentanément attaché militaire.
en France. Il joue du banjo. Il est très marrant dans le privé. Il adore le monde artistique, le spectacle. C'est un officier ouvert d'esprit et c'est un officier cultivé. Et c'est un officier qui s'intéresse à la stratégie militaire. Il dénote totalement dans son milieu. Son point noir, ou son point faible, c'est qu'il est abominablement ambitieux. Il veut tout le temps un nouveau grade, il veut être là où ça se passe. Alors, je ne peux pas raconter son histoire personnelle, mais simplement, comme tous, il a servi aux Indes. Il a été encerclé aux Indes alors qu'il était jeune lieutenant par des insurgés patents, etc., enfin, donc, afghans. Il s'en est sorti après un siège qui avait fait la une des journaux britanniques de l'époque de la reine Victoria. À l'issue de ce siège, il a été reçu par la reine Victoria, d'ailleurs, est décorée. Après, il n'a plus rien fait, il n'a plus jamais été au bon moment, au bon endroit. Mais là, il avait été pour une fois dans sa vie au bon moment, au bon endroit. Ça lui a valu une grande réputation. Son surnom de Chitral Charlie dans l'armée britannique. Et chez ces hommes qui n'apprécient que modérément son côté très enthousiasme pour la France, Alfonso. Alfonso, pour les Anglais, ça fait un peu français, donc Alfonso, pour ses subordonnés. Chitral Charlie, donc, en pointe avec sa division, monte, s'empare de toutes les villes que vous allez voir, donc Asmara, Kut El Amara, sur laquelle on va revenir, remonte jusqu'à un endroit que vous voyez marqué sur la carte, Ctésiphon. Ctésiphon, donc là maintenant nous sommes fin 1915, avec ses troupes épuisées. Nous sommes en novembre-décembre 1915. Il arrive à Ctésiphon. Devant Ctésiphon, son objectif, évidemment, est, je ne sais plus à combien de kilomètres c'est, 60 kilomètres plus au nord, Bagdad. Et à Ctésiphon, pour la première fois, il se heurte à une défensive turque forte, améliorée. Comme je vous l'ai dit, les lignes de communication ottomanes sont lentes, sont effroyablement précaires. Il a fallu beaucoup de temps aux Turcs pour envoyer des troupes, pour faire venir des troupes du Caucase, où ils ont subi plusieurs défaites, donc ils ont très peu de monde, et pour faire venir des troupes de la région de Gallipoli. Mais finalement, elles y sont parvenues. Et là, ces troupes se retrouvent avec l'avantage qu'elles sont ravitaillées à partir de Bagdad. Alors pas très bien, mais elles le sont. Et que vous voyez la distance sur la carte. Par contre, de Ctésiphon jusqu'à Bassora, la distance est énorme. Et encore, cette carte ne vous rend pas compte de tous les méandres du fleuve, etc. etc. Et donc, à Ctésiphon, alors c'est le site d'une ville antique, Parthe de l'Antiquité. À Ctésiphon, après 3 jours de combat, il est obligé de reculer. Et il va reculer sur 170 km approximativement, je ne me rappelle plus très bien, jusqu'à Kut El Amara, qui est une bourgade totalement inconnue à l'époque, qui est un petit centre céréalier de la plaine irakienne. D'accord ? On va essayer d'avancer un peu, de vous montrer autre chose. Alors, responsable militaire britannique, peu importe. Nixon est là, vous voyez déjà le personnage. Hein. Symptomatique de visage d'officiers britanniques de l'époque, un peu du même moule. Hein. Continue. Voilà Tompkins, personnage que j'ai apprécié. Son état-major à Kut El Amara, peu importe. Ça, les moyens britanniques, alors ça, c'est les moyens mécaniques modernes qu'ils ont. C'est quelques canonnières de ce type qui ne servent à rien en réalité parce qu'il n'y a pas de canonnières turques en face. Ils ont envoyé des tas de canonnières au lieu d'envoyer des transports. Mais les canonnières apportent un soutien-feu sur le rivage, enfin à proximité, mais c'est pas d'une utilité foncière. Quelques biplans, on y reviendra. Vous voyez le type de biplan de l'époque. Hein, nous sommes encore en 1915. C'est pas encore les chasseurs déjà relativement modernes qu'on aura en 1917-18. C'est surtout des vapeurs de ce type bondées de monde qui remontent ou redescendent le Tigray. Bon, voilà, une photo qui montre un peu les difficultés d'acheminement, de transport, de transport, etc. Une des rares que j'ai trouvées sur ce front. Il y en a très peu. Hein. Ça, c'est les marais mésopotamiens. Oui, parce que, en fait, ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils sont obligés de suivre le fleuve. L'Irak, ça a l'air très plat comme ça sur des cartes que vous regardez. En réalité, c'est parsemé de canaux, de marais, de canaux abandonnés,
de digues mal entretenues, etc. Donc autant d'endroits qui se prêtent énormément à la défensive. En tout cas, une armée moderne ne peut pas passer par des marais comme ça. C'est une des rares photos de l'époque que j'ai trouvées des marais mésopotamiens. Vous voyez, alors pas de pont, hein, aucun pont sur tout le fleuve, même à Bagdad, il n'y a pas de pont. Ce sont des ponts de bateaux. Donc d'entretien difficile, faire passer du monde dessus, c'est délicat, etc. Voilà. Donc on est obligé de construire des ponts de bateaux. Ça, c'est un pont sur un des affluents, c'est pas sur le Tigre, je ne sais plus où. Voilà le type de pont de bateau qu'on construit. Ça se prête peu à l'acheminement de troupes pourvues d'artillerie, de caissons d'artillerie, de milliers de chariots transportant du ravitaillement, des tentes, etc. Pont de bateau. Voilà la progression, voilà une image un peu populaire de la progression d'époque que je vous raconte donc jusqu'à Bagdad, enfin jusqu'au sud de Bagdad, jusqu'à Ctésiphon. Ici, voilà, un mot sur ceux qui remontent. J'ai dit une armée des Indes, une opération indienne, des 2 tiers des troupes sont indiennes. La langue de commandement dans l'armée des Indes n'est pas l'anglais, c'est l'hindi. Ce qui veut dire que quand les officiers coloniaux sont tués, alors vous savez que les officiers coloniaux, c'est tout à fait valable pour l'armée française de l'époque, troupes marocaines, troupes algériennes, etc. Les hommes suivent leur officier. Hein, il y a un contact personnel entre les hommes et les officiers. L'officier colonial, contrairement à ce qu'on montre dans les films, qui est toujours faux, qui est très faux, c'est pas une ganache, c'est un type qui est très à l'écoute de ses hommes, qui les comprend et qui a leur estime. Sinon, il fait pas long feu. Hein. Et le problème, c'est qu'il doit donner l'exemple. Ces officiers, encore plus que les autres, sont en première ligne. Donc à Ctésiphon, cette bataille de 3 jours, la plupart des officiers coloniaux, des unités, des 2 tiers, des unités de la division de Tompkins, la 6e division de l'armée anglo-indienne, sont tués. Et impossible de leur parler ou de communiquer avec eux. Enfin, on arrive évidemment avec les sous-officiers, etc., à avoir un rapport, mais c'est extrêmement difficile de faire obéir des hommes qui ne vous comprennent pas, ou mal. Alors voilà la photo. Voilà, ça. Vous voyez ce que c'est? C'est les méandres du Tigre. Donc faire monter des flottes sur ces méandres est extrêmement délicat. Ça s'échoue tout le temps. Surtout que plus on remonte vers Bagdad, plus le fond est plat. Et donc échouage en série, etc. Vous voyez, donc Bagdad est là-haut. Ctésiphon, alors je ne sais pas si c'est marqué dessus sur la carte. Oui, vous la voyez, Ctésiphon? Voilà, l'arche de Ctésiphon, c'est là, voilà. C'est l'arche de Ctésiphon, c'est ce qui reste. Je ne sais pas s'il y a une photo d'arche. Et vous voyez, Cut. Donc ils ont battu en retraite jusque-là et ils arrivent fin décembre 1915. Cut est investi par l'armée, à nouveau par l'armée anglaise. Elle y avait laissé une petite garnison à l'époque où elle remontait vers Bagdad. Elle la retrouve et ils s'enferment là. Tompkins décide de ne pas aller plus au sud. Ma théorie personnelle dans mon livre, c'est par ambition, c'est parce que là, vous avez une carte précise, mais sur les cartes de l'époque, Cut, c'est tout près de Bagdad. Il n'a fait qu'un repli stratégique. Et il n'a pas été défait à Ctésiphon. Vous savez, les officiers, c'est ça. Hein. J'étais obligé de reculer, c'est un recul stratégique. Je me suis enfermé juste aux portes de Bagdad et je vais remonter à l'assaut. En fait, on est très loin de Bagdad déjà. Et le problème, c'est qu'on est aussi trop loin de Bassora. Tiens, je l'avais. Salman Park pour les Ottomans, c'est Ctésiphon pour les Britanniques. C'est tout ce qui reste d'un des grands palais sassanides de l'époque. Il existe encore. Il est construit en briques. Donc, il va s'enfermer dans cette petite ville de Cut. Vous l'avez là. C'est la ville dans une boucle du Tigre. Donc, ils construisent tout un réseau de fortifications et il a reçu l'assurance du fameux Nixon, qui lui est à Bassora, qui va recevoir promptement des renforts. Il le croit, donc il ne fait pas évacuer la population civile. Alors là, sont enfermés, disons, approximativement 15 000 Britanniques, et il doit y avoir 6 à 8 000 habitants. Hein, okay, très vite, le camp retranché est investi par la 6e armée ottomane qui a été mise sur pied, car une fois encore, je vous dis, les Turcs ottomans sont tout près de Bagdad, reçoivent de Bagdad quand même ravitaillement et renforts plus facilement, et donc sont en mesure de mener des opérations relativement offensives. Donc ils encerclent en quelques jours, fin décembre, Cut est investi.
Et les renforts sont en route théoriquement. En réalité, les renforts arrivent d'Égypte. Ce sont des troupes qui ont été étrillées aux Dardanelles, qu'on a reconstituées plus ou moins bien en Égypte, qu'on réembarque et qu'on envoie, ou des troupes qu'on envoie de France, notamment de la cavalerie qu'on envoie de France. Le problème, c'est que les états-majors ne sont pas avec les troupes sont désorganisées. Tout ça va prendre plusieurs mois d'organisation en réalité. Et jamais les Britanniques ne vont parvenir à mettre leur force d'intervention, leur rescue force, en ordre, parce que le temps presse. Et donc, ils font cette erreur compréhensible, d'envoyer tout leur monde par petits paquets. Et les Turcs qui ont investi le camp Kut El Amara ont, plus au sud, alors voilà, une vision anglaise des années 70 de Kut. Donc vous voyez bien le fleuve, le méandre du Tigre là, la petite ville, et puis tout au nord, là où il y a la fumée, c'est là où il y a les tranchées. Et évidemment, les premiers aéroplanes de l'époque, je n'ai pas le temps de m'étendre sur l'emploi de l'aviation à Kut, mais c'est un des premiers emplois modernes de l'aviation. Enfin, on anticipe pas mal de choses. On va essayer de ravitailler par voie aérienne Kut. D'accord ? Voilà encore. Donc, là, c'est la carte la plus intéressante. Vous avez Kut, vous voyez bien, toujours ce méandre du Tigre. Vous le voyez, j'espère que c'est suffisamment clair. Et évidemment, en aval... attendez. Oui, en aval de Kut, ils ont mis pour empêcher les forces britanniques qui remontent par le fleuve de venir les secourir, les assiéger. Ils ont mis en place toute une série de lignes de fortification. J'ai vu des photos, il faut que je me la procure, une photo aérienne extraordinaire où on a l'impression qu'on a une toile d'araignée. Il y a des tranchées dans tous les sens, il y a des kilomètres et des kilomètres de tranchées. Et résultat, comme dans une toile d'araignée, les renforts qui remontent depuis Bassora, par petits paquets, comme je l'ai dit, se retrouvent bloqués à quelques kilomètres de Kut. Et ça va durer pendant... Alors là, donc, le siège a commencé en décembre, janvier, février, mars. La garnison est à bout de souffle, elle n'a plus de vivres. Toute une série de problématiques éclatent. Les troupes indiennes sont difficiles à commander. Donc aucune sortie n'est possible sans officier compétent, enfin sans officier pouvant répercuter les ordres. C'est toute une organisation de sortir d'un. Et en plus, Townshend, alors ces mémoires sont parues en français chez Payot. Townshend a un peu peur de ces Indiens, d'autant qu'il refuse de consommer de la viande de cheval ou de la viande de mulet. Interdit. Prescription de la religion indienne, de la religion hindoue, les en empêchent. Le résultat des courses, les soldats indiens dépérissent. Et là, comme quoi, petite anecdote, comme quoi il faut toujours mesurer ce qu'on fait. Comme il avait fait pas mal de communiqués à ses troupes, il a beaucoup écrit à ses troupes, qui étaient lus par ceux qui pouvaient traduire aux soldats, il leur annonçait l'arrivée, pour maintenir le moral, l'arrivée imminente de renforts. Donc, beaucoup d'Indiens refusent de manger du cheval ou du mulet, bien qu'ils meurent de faim, aussi parce qu'ils se disent que les renforts vont bientôt arriver. Ah. Et Townshend, quand il leur dit, mais écoutez, réfléchissez, enfin, leurs officiers, mangez, disent, mais qu'est-ce qu'on dira dans nos villages quand on le saura ? Ils ne pourront plus se marier, ils seront déshonorés, leurs familles seront déshonorées, leurs filles et leurs fils ne pourront plus se marier. Résultat, les troupes indiennes préfèrent mourir de faim que manger. Et on hésite à leur donner l'ordre impératif de manger parce qu'on se rappelle le cauchemar britannique, ça a été la grande révolte des Sipais, des Sipais qui a eu lieu en 1853, je ne me rappelle plus très bien, 1853, enfin, mais qui est toujours très présente. On est qu'un demi-siècle après dans la mémoire, dans la mémoire des officiels et des officiers britanniques. Donc, le résultat des courses, toutes les tentatives de secourir Kut échouent, et de ce côté, Townshend reste dans une défensive passive.
Alors voilà, bon, là vous avez quelques trucs que j'ai retrouvés sur des illustrations, etc., de ce qu'elle pouvait être. En réalité, il y avait très peu de barbelés, hein. Ça, c'est une vision européenne de la bataille. Alors, je ne vais pas tellement parler des Turcs, mais l'armée turque, et c'est un point important, tiens, on va le noter, et qui a une répercussion actuelle. L'armée, quand je dis l'armée turque, c'est une erreur. Je devrais dire l'armée ottomane. Et l'armée ottomane de l'époque, sur ce théâtre d'opération, est constituée au moins à moitié de soldats arabes. Donc c'est une victoire, la victoire de Kut El Amara est une victoire turque et arabe. Erdogan, cette année, là, donc, puisque nous sommes il y a 100 ans, a fait une énorme commémoration à Ankara de cette bataille qui illustre l'amitié, la fraternité d'armes entre Turcs et Arabes. Bien évidemment, avec dans l'idée un peu de ce retour impérial dont les journaux vous parlent souvent, de ce retour impérial turc vers des régions qui ont été ottomanes si longtemps, etc., etc., de la fraternité entre Turcs et Arabes. C'est quand même à noter. De leur côté, les Anglais sont pas trop revenus là-dessus parce que pour eux, c'est un peu, comment dire, je cherche le mot, c'est un peu pénible d'avoir été vaincu. Mais si en plus ils ont été vaincus par des Arabes, alors là, c'est vraiment bon. Encore le vilain turc, le méchant turc, il y a quand même un relatif respect pour le turc de l'époque. Et donc les Anglais vont dire, ce n'est pas cette armée ottomane qui nous a vaincus. C'est un peu ce que d'ailleurs Townshend dit dans ses mémoires. Alors voilà, le général turc Halil Bey, entre parenthèses, un criminel de guerre. Il est arrivé en décembre 1915 à Bagdad, justement au moment où enfin l'armée ottomane se met sur pied de guerre pour défendre Bagdad. Il est arrivé du Caucase, où il a allègrement massacré des milliers de civils arméniens. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires. C'est même pas mémoires, évidemment, qui n'ont jamais été rééditées en Turquie. Le voilà avec son état-major. Donc, criminel de guerre de première importance, mais bon soldat par ailleurs. Voilà l'homme important pour que les Anglais respectent énormément. Personnalité extrêmement respectée en 14, personnalité militaire extrêmement respectée parce qu'il a beaucoup écrit. C'est un penseur, c'est un stratège. Il s'appelle Colmar van der Goltz. C'est évidemment un de ces officiers, de ces junkers prussiens, etc. Mais homme remarquable, militaire remarquable. Il a été envoyé comme conseiller militaire dans l'armée ottomane. Dès 1800, j'ai plus la date en tête, mais ça doit être 1887-88, il arrive dans l'Empire ottoman et il va y rester 30 ans, quasiment, avec des interruptions. C'est le formateur, c'est le modernisateur, c'est l'organisateur de l'armée turque moderne. Il a commandé ou eu comme élève tout ce qui en 14 joue un rôle important dans les états-majors turcs. Il a écrit un livre qui s'appelle La Nation en armes, qui a été publié dans toutes les langues d'Europe, et dans le monde entier, qui est dans toutes les bibliothèques militaires encore aujourd'hui, sur la nécessité de la mobilisation totale, etc. etc. Bon, on n'a pas le temps de faire sa biographie. On arrive au bout. Alors, je termine pour que vous puissiez poser quelques questions. Évidemment, arrive avril 1915. Tout ça avec une problématique que l'hiver, le fleuve grossit, les marais sont énormes, les forces de secours n'arrivent patauges à quelques kilomètres de Kut. La garnison affamée est obligée de mettre bas les arbres, c'est-à-dire de capituler. Dans l'histoire militaire anglaise, si je ne me trompe pas, mais il est probable que je me trompe, 3 capitulations. Il existe 3 capitulations importantes. La première, vous la connaissez toutes et tous, c'est le Yorktown face aux armées américaines et françaises. Yorktown, qui est la bataille qui a donné naissance en fait aux États-Unis d'Amérique, qui a permis l'indépendance des États-Unis. Donc bataille emblématique. Je dis
pas que les Anglais n'ont pas subi beaucoup de défaites militaires. Mais il y a eu un protocole, ce qu'on appelle un protocole de capitulation. Seconde fois dans l'histoire. Alors, je passe sur toutes les guerres, etc., où les Anglais ont eu des défaites, mais ils n'ont jamais été amenés à capituler en bonne et due forme. La seconde capitulation de l'histoire militaire britannique importante, c'est celle-là, c'est Kut, pendant la Première Guerre mondiale. Et la troisième capitulation, vous ne la connaissez, bon, vous n'avez pas tellement entendu parler, mais vous l'avez entendu siffler. Tous ceux qui ont entendu ou vu le pont d'Arvir-Quay, les ponts d'Arvir-Quay, ce sont les soldats anglais qui en fait étaient de la garnison de Singapour qui a capitulé face aux Japonais en 1942. Donc une capitulation est un événement grave, et donc cette capitulation britannique est un événement exceptionnel de l'histoire militaire britannique. D'accord ? Et c'est la dernière grande victoire militaire de l'Empire ottoman. Disons-le tout de suite, après, l'Empire ottoman ne va jamais réussir à redresser la barre. Et je ne peux pas continuer beaucoup plus, puisqu'on va terminer l'exposé. Mais disons-le immédiatement, Kut est la dernière victoire emblématique de cet empire moribond. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'étais très bref sur la fin. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est le sort des prisonniers, sort épouvantable, qui s'apparente à celui c'est pour ça que je voulais intituler mon bouquin pour mieux le vendre. Mon éditeur n'a jamais accepté. Kut ou le Dien Bien Phu britannique. Pour que les gens comprennent de quoi il traitait. Car après, les soldats anglais vont être envoyés en captivité en Anatolie. Pour y aller, tout simplement, ils vont devoir y aller à pied. Convoi de prisonniers où les gens vont s'écrouler le long des chemins. Surtout qu'ils sont mal nourris, surtout que les Turcs n'ont pas beaucoup de ravitaillement à leur donner. Je raconte ce qu'était le biscuit de troupe, turc dans mon livre. C'est phénoménal. Donc des moribonds qui vont devoir marcher sur des centaines de kilomètres à travers les hautes plaines de Mésopotamie et de la Syrie actuelle pour arriver enfin jusqu'au chemin de fer et là être embarqué pour le fameux Bagdad dont je vous parlais, pour les camps de prisonniers. Terminé, Tongtchen, lui, part en captivité à Istanbul, à Constantinople, où il est merveilleusement bien traité, hôte honoré de l'armée et là, le personnage va être effectivement, que j'admire, par ailleurs, que je trouve sympathique, j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il a 3 biographies en anglais, dont une est bonne. Et là, il va plus du tout, c'est très moche de sa part, il va faire un nombrilisme. C'était un nombriliste, hein, c'était un égoïste, sympathique, intelligent, c'est tout ce que vous voulez, mais non, il ne va pas du tout se soucier du sort de ces hommes. Il aurait pu intervenir beaucoup plus efficacement. On va beaucoup le lui reprocher à son retour en Angleterre en 1918, mais il ne sera jamais traduit devant un conseil de guerre, et il n'y aura jamais de suite à son encontre, sauf qu'il sera ostracisé, et il mourra à Paris, en situation de semi-exil. Quand la défaite de Kut est annoncée en Angleterre, toute une série de commissions d'enquête seront mises en place. Il y en aura 2, essentiellement. Comme quoi, les Anglais, eux, savent. Nous n'avons pas fait de commission d'enquête sur nos... Il y a eu des commissions parlementaires en 1917-18, je vous le signale. Hein. Il y a quand même des commissions d'enquête parlementaires sur ce qui s'est passé, et notamment sur ce dont je ne vous ai pas parlé, qui était très mal ressenti en Angleterre, c'est le traitement des blessés et des malades qui revenaient de Kut dans toute cette période de la guerre. Mais que je raconte dans mon livre, là, je vous y renvoie si ça vous intéresse, mais vous pouvez aussi trouver des articles en anglais là-dessus. Kut n'a pas eu, c'est pour ça que ce petit livre n'est pas un livre essentiel sur la Première Guerre mondiale, Kut n'a pas eu de conséquences stratégiques, enfin, parce que les jeunes Turcs au pouvoir ne s'intéressaient pas réellement à la Mésopotamie. Ils ne profitent pas de cette victoire pour attaquer et récupérer le terrain perdu. Ils restent sur la défensive, préférant mettre l'accent sur la défense de l'Anatolie, qui, à ce moment-là, est attaquée par les Russes. Et c'est la défense de l'Anatolie qui les préoccupe, c'est reprendre du terrain dans le Caucase, c'est même éventuellement intervenir, puisqu'il y a toute une guerre que je raconte un petit peu, sur laquelle il faudrait faire un livre, sur la guerre non déclarée en Perse, en Iran. Et en tout cas, la Mésopotamie ne sera pas reconquise par les Turcs à l'issue de cette bataille. La Mésopotamie, par contre, les Anglais vont mettre les bouchées doubles et envoyer des troupes, des renforts, et cette fois-ci des généraux beaucoup plus sérieux qui vont progressivement s'emparer
récupérer tout le terrain perdu. 9 mois après, Kut est repris, puis peu de temps après, Bagdad. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que tout cet effort ne servait à rien, parce que Bagdad est un cul-de-sac. La guerre va se continuer. Alors on continuera à se battre jusqu'en 1918 dans cette région, mais qu'est-ce qu'on fait après Bagdad? Remonter à travers des montagnes sans pont, sans route, sans chemin de fer? C'est impossible. Donc en réalité, la guerre va se poursuivre de l'autre côté, c'est-à-dire en Palestine. C'est là où je pense que je vous transmets le flambeau. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas été trop long et surtout que j'ai été clair. Merci, merci infiniment. C'était vraiment un éclairage sur un aspect peu connu de la Première Guerre mondiale, qui renvoie à beaucoup de choses dans l'histoire plus récente, d'ailleurs, par les enjeux stratégiques et les lieux. Enfin, le Châtel arabe est quand même un lieu qui revient régulièrement. Et moi, je redis, je vous conseille vivement le livre parce que, outre son intérêt historique, évident, il est magnifiquement écrit et c'est rare d'avoir des historiens qui, je le dis franchement, qui écrivent bien. On a beaucoup de livres intéressants, mais c'est rare qu'on ait des livres qui en plus sont bien écrits, agréables à lire, qui se lisent, je dirais presque par moments comme un polar, quoi. Enfin, on est dans une espèce de suspense presque insoutenable. Voilà. Donc il nous reste un petit quart d'heure pour des questions, des précisions, des contestations, des protestations. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup. C'était absolument passionnant et moi, je ne connaissais absolument pas tout cela. Vous avez dit à un moment que ce n'était pas une armée turque, c'était une armée ottomane, c'est-à-dire turco-arabe. Et quand je dis en même temps, je fais peut-être une erreur chronologique complète, mais disons dans la même période, il y a eu la tentative de Laurence d'Arabie pour soulever les Arabes contre les Turcs. Alors comment est-ce que tout ça se marie ou s'accroche? Alors, vous avez raison. Il y a une tentative britannique, justement, en 1916. Il y a cet échec. Alors, j'ai parlé des conséquences stratégiques, tactiques. Je n'ai pas parlé des conséquences politiques. Une des conséquences politiques est effectivement que les Britanniques vont vouloir... Enfin, les Britanniques du Caire. Cette fois-ci, vous avez, pendant toute la guerre, une opposition larvée entre le Caire et les Indes. C'est-à-dire le Caire, l'Égypte, les Britanniques du Caire, oui, ce que je cherchais à dire, les Britanniques du Caire et ceux des Indes. Ceux des Indes ne veulent pas entendre parler d'indépendance arabe, de peuple arabe. Ils veulent mettre en Mésopotamie une autorité coloniale classique. C'est des populations qui ne sont pas capables de se gérer elles-mêmes. Elles ont besoin de la tutelle de l'homme blanc, etc. Blabla, une thématique que nous connaissons. Et au Caire, les officiers du Caire, à partir de 1916, à cause de l'échec de Kut, sont écoutés à Londres. Et eux disent il faut révolter les Arabes et promettre aux Arabes quelque chose de manière à ce qu'ils se révoltent contre les Turcs. La révolte arabe est un peu une conséquence, entre guillemets, la pseudo-révolte arabe est une conséquence de Kut, indirecte. C'est-à-dire que le fameux Thomas Lawrence auquel vous faites allusion est à Kut. Et alors, a été envoyé du Caire au moment où ça tourne mal. Alors le Caire, évidemment, cherche à enfoncer vis-à-vis de Londres les autorités britanniques, les gens de Simla, les gens de New Delhi, de Delhi. Et donc, ils envoient des officiers observateurs, des officiers politiques, ce qu'ils appellent political officers, des administrateurs politiques, etc., et des agents du renseignement du Caire à Kut. Et notamment, je ne vous l'ai pas raconté parce que je n'ai pas eu le temps, essayer de verser un énorme bakchiche à celui que vous avez vu, Halil Kut, le fameux génocidaire dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, de manière à ce qu'il laisse sortir
les troupes de Townshend qui sont encerclées. Et donc, une délégation de 3 officiers britanniques se présente dans les lignes turques pour proposer un bakshish ce qui est une somme colossale pour l'époque, 1 million de livres, avec possibilité de monter, nous le savons aujourd'hui, à 2 millions de livres or, pour, entre guillemets, que le commandement turc, officiellement c'est ça, prenne soin de la population civile de Kut. En réalité, sachant pertinemment que ce serait, enfin dans leur esprit, destiné à ces gros pachas turcs obséquieux, etc., qui vont le mettre dans leur poche. Évidemment, l'offre a été rejetée par Halil Kut. Et donc, Laurence, qui était de la délégation et qui ne croyait pas du tout, en profite. Il n'est qu'à l'époque, à titre provisoire, je ne sais plus s'il est capitaine ou quelque chose comme ça. Il revient au Caire, il raconte ce qu'il a vu au Caire et il fait un rapport épouvantable qui est dans sa meilleure biographie, malheureusement beaucoup trop longue, de Jeremy Wilson, si ça vous intéresse, qui est paru chez Fayard, qui est un énorme morceau où on voit son sens de l'observation. Il raconte ce qu'était le service de renseignement de l'armée en Irak, etc. Et c'est effectivement, monsieur, lui et d'autres, mais lui comme sous-ordre, hein, parce que lui, il va être chargé en fait de payer. Il était un officier payeur, en fait. C'était pas du tout celui que vous voyez dans les films, etc. Il était cousu d'or et il distribuait des souverains, ce qu'on appelait autrefois la cavalerie de Saint-Georges, c'est-à-dire les souverains or, aux chefs arabes bédouins, de manière à ce qu'ils se révoltent contre l'Empire ottoman. Et cette révolte n'a jamais eu lieu. Ça, c'est du cinéma. Il n'y a eu aucune révolte arabe sur les arrières des armées ottomanes. Et ce n'est que le shérif de la Mecque de l'époque, Hussein, qui prend les armes au moment où il va être destitué par les Turcs, qui se rallie aux Britanniques, faute de mieux, et se débrouille pour recevoir des subsides et des armes, comme le faisaient la plupart des potentats locaux, tout en gardant, nous le savons aujourd'hui, il y a eu des documentations là-dedans, toujours une ligne souterraine avec le commandement turc. La révolte arabe n'a servi à rien, elle n'était absolument pas efficace, sinon d'un point de vue de propagande. Et toutes les promesses sur lesquelles vous allez revenir certainement, toutes les promesses qui ont été faites, finalement, n'ont pas abouti à un soulèvement du monde arabe. Une fois encore, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début d'exposé, l'Empire ottoman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, était légitime. Sans entrer dans une discussion historique, parce qu'elle est compliquée, du point de vue britannique, la révolte arabe ne sert à rien, en fait, oui, à la propagande. 1 million de soldats britanniques. Mais du point de vue du shérif Hussein de la Mecque et de sa petite famille, la pseudo-révolte arabe joue un rôle majeur, puisque c'est elle qui va permettre de transformer le shérif Hussein et ses 2 fils, en particulier, comme des partenaires du futur Moyen-Orient britannique, quoi. Donc c'est de ce point de vue que la révolte arabe compte. C'est le fait d'avoir en particulier privilégié la famille du shérif Hussein sur celle de Ibn Saoud. Parce que les Britanniques vont se détourner d'Ibn Saoud après lui avoir fait quelques promesses, mais on n'a pas ce rôle. Je veux dire, on a aujourd'hui encore un roi Abdallah de Jordanie, qui est le descendant direct, le fils de Hussein, qui lui-même était le fils de Talal, qui a fini fou. Et Talal était le fils de Abdallah, lui-même fils de Hussein, donc, du shérif Hussein. Donc on a quand même quelque chose qui compte. Et l'autre chose que je voulais dire, je trouve très intéressante la coïncidence des dates de 1916. Parce que 1916, c'est Kut. C'est les discussions entre Sykes et Picot. C'est la lettre faite au shérif Hussein pour lui promettre monts et merveilles. La lettre à Ibn Saoud pour lui... on a vraiment quelque chose qui a une cohérence, quoi, de toute évidence. D'autres questions ou d'autres remarques? Je vous en prie. Excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure de l'appel au soulèvement. C'est ça, il y avait au niveau de l'Empire ottoman. Est-ce que réellement, il n'y a pas eu des incidences sur des régions où justement l'Empire ottoman était présent? Je parle du Maghreb, par exemple.
Et comme il y avait des troupes. L'appel à la guerre sainte, vous voulez dire? Oui, Oui. je parlais de ça. Oui. Parce qu'il y avait quand même dans les différentes armées de la Première Guerre mondiale. L'appel à la guerre sainte, il y a eu une mutinerie d'une unité de l'armée des Indes à Singapour, qui s'est soldée par plus de 90 types fusillés en place publique, etc. Donc, il n'y a pas eu de révolte dans l'Empire des Indes, à ma connaissance, importante. Dans l'Empire colonial français, non plus. Dans l'Empire ottoman, la mobilisation n'a pas. En fait, les populations, c'était la seconde fois qu'ils étaient mobilisés. Hein. Ils avaient été mobilisés une première fois pendant la guerre balkanique. Si vous regardez la Première Guerre mondiale du point de vue d'un Turc actuel, en fait, elle commence en 1912 et elle se termine en 1923 avec la guerre d'indépendance contre la Grèce, ce que j'appelle la guerre d'indépendance. Dans toute cette période, ce qui correspond à la Turquie est en permanence en guerre. D'accord ? L'appel à la guerre sainte a eu une petite incidence, mais secondaire, encore un théâtre d'opération encore plus périphérique, en Libye. En Libye avec la confrérie Sénoussi. Mais une fois encore, les Allemands qui comptaient beaucoup sur un soulèvement du monde arabe avec l'appel à la guerre sainte de leur allié turc, ils ne croyaient pas du tout en l'armée turque, mais ils croyaient il y avait toute une je veux dire tous les gens qui s'adressaient au Moyen-Orient à l'époque croyaient que l'appel à la guerre sainte allait soulever le monde musulman. C'était une crainte depuis Abdulhamid II qui la faisait planer. En réalité, les populations ne se sont pas soulevées contre les alliés, nulle part. Et elles ne se sont même pas tellement mobilisées pour le sultan calife. Et si elles y ont été, c'était parce que il fallait y aller. Kishmet, le destin. Une dernière question, après on va faire la pause. Non? Oui. Une petite seconde, parce que c'est pour l'enregistrement, hein, c'est pour ça. Oui, c'est à propos de la composition de ces 1 million de soldats sous l'étiquette britannique. Donc il y avait les 2 tiers d'Indiens et les autres, c'était quoi? Alors, j'ai pas eu le temps tellement de rentrer dans les détails sur l'organisation de l'armée des Indes. Les troupes étaient constituées effectivement aux 2 tiers d'Indiens, mais attention, les Indes, c'était déjà un conglomérat de populations différentes. Pour éviter un retour à la révolte des Sipais, dans une même unité, c'est-à-dire dans un même bataillon, et voire même parfois dans une même compagnie, il y avait des soldats indiens d'ethnie et de religions différentes. Les seules unités indiennes qui étaient considérées comme suffisamment sûres pour être constituées, pour être homogènes, étaient celles des mercenaires Gurkhas du Népal et les unités sikhs. Tous les autres, on mélangeait les hommes pour éviter qu'ils se soulèvent, qu'ils s'entendent pour se soulever contre les Anglais. Et pour être bien précis, effectivement, alors je schématise, mais c'était effectivement, vous avez raison, 2 tiers, à peu près 2 tiers d'Indiens, donc de confessions très différentes, dans une division anglaise. Je donne le schéma complet dans mon livre, et 1 tiers de soldats anglais, de fantassins professionnels venant des Indes. Townshend, dans son livre, de façon parfois un peu raciste, dit que, en fait, dans sa 6e division qui monte vers Bagdad, il ne peut compter que sur ses bataillons anglais. C'est-à-dire sur ces 3 bataillons anglais. Et il a une confiance assez modérée dans les troupes indiennes. Et une fois encore, je le répète, une fois que les officiers coloniaux anglais sont morts, il n'y a plus personne pour commander réellement ces soldats. On a fait venir alors, pas mal de fonctionnaires, de planteurs des Indes à la rescousse, etc. On les a bombardés avec un titre d'officier rapide, etc. Et on les a envoyés prendre des commandements, mais ça n'a pas marché. Souvent, ils ne parlaient pas la langue des soldats qu'ils avaient sous leur commandement, ou ils parlaient très mal l'hindi, qui était théoriquement la langue de commandement des unités. Et surtout, ils n'avaient aucune expérience militaire et les soldats n'avaient pas confiance en eux. Donc je dirais que je ne l'ai pas suffisamment souligné tout à l'heure. Avec très peu de monde, les Turcs ont quand même maintenu un front en activité pendant toute la guerre jusqu'en 1918, en reculant pas à pas. C'est un exploit. Ils se sont battus à 1
Alors, c'est très difficile à savoir, mais à 1 contre 5, voire contre 6. L'idée, il y avait très peu de soldats turcs, enfin très peu de soldats turco-ottomans, si vous voulez, arabes et turcs. Ils étaient sous-alimentés, il y avait très peu de ravitaillement en munitions, et pourtant ils ont tenu bon jusqu'à la fin, parce que l'armée, l'immense armée britannique qu'ils avaient en face d'eux, je vous répète, à peu près 1 million d'hommes en 1918 sur le théâtre d'opération des moyen-orientales, eh bien, cette armée britannique est lente et inefficace. Ça, c'est moi qui l'écris, vous ne le lirez jamais chez les auteurs. Alors, il y a eu beaucoup de livres en anglais, etc. Ils n'insistent pas trop sur cet aspect, cette disproportion des forces. Merci beaucoup. Ça m'a fait penser, ça n'a rien à voir, mais je trouve ce qui a été dit très intéressant sur le problème de langue. Un des terreaux les plus profonds de la révolte des Flamands contre les Wallons, dont on a encore aujourd'hui des conséquences, c'est le fait que pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats flamands qui ne comprenaient pas le français étaient dirigés par des officiers francophones, ne comprenaient rien aux ordres qui leur étaient donnés et sont tombés d'une manière massive. Justifié parce qu'ils ont mal interprété les ordres qui auraient été donnés. Juste un mot, alors tiens, un truc amusant. D'autre côté, alors j'ai parlé des Anglais, mais du côté turc, on se comprend. J'ai parlé pas assez de Colmar van der Goltz. Il est là avec un petit état-major turc. Problème, lui, il parle parfaitement le turc. Mais tous ces officiers allemands qui lui ont été donnés en état-major ne parlent pas un mot de turc. Et les Turcs, eux, rarement parlent quelques mots d'allemand. Quelques-uns ont en stage dans l'armée allemande, mais c'est très peu. Donc, vous savez en quoi ils se parlent? En français. Le français est la langue de commandement de l'armée ottomane à cette époque-là. D'autant plus, et je vais même aller plus loin, truc peu connu, je l'ai lu, il faudrait que je fasse un article là-dessus. Les Turcs eux-mêmes préféraient, les officiers turcs, enfin ottomans, encore une fois quand je dis turcs, ottomans, préféraient se parler même entre eux, s'écrire plus exactement en français, parce que l'arabe étant une langue tellement, enfin l'osmanli, hein, c'est donc le turc de l'époque, c'est du turc qui est écrit en caractère arabe, donc de droite à gauche, et les erreurs, on peut faire énormément d'erreurs dans cette écriture, surtout si on doit écrire rapidement un ordre, un truc, etc. Donc, pour éviter les erreurs d'interprétation, pour que les choses soient bien claires, on s'écrivait en français, puisqu'il y avait les officiers supérieurs avaient tous appris le français à l'école de guerre. Donc, c'était comme ça, il n'y avait pas de problème. Merci beaucoup à Fabrice Monnier. On a donc un